Ici Louis Lemieux. Le 13 septembre 2006, à 12h42, le Québec vivait un autre drame terrible. Une victime, un tireur blessé par les policiers qui s'enlèvent la vie et 19 blessés, dont plusieurs graves. Et c'était en milieu scolaire. 10 ans plus tard, je parle de la fusillade du collège Dawson avec Daniel Dancause, de Prudent Groupe Conseil. Daniel, la nature de ce dont on parle forcément nous amène à parler avec des émotions parfois pour des événements beaucoup plus malheureux. Celui d'aujourd'hui en est un. Dawson, 10 ans plus tard. Aujourd'hui, on appelle ça un tireur actif. Il était à une époque où c'était... Tireur fou. Oui. Le tireur actif, il y a ce particulier, c'est que, évidemment, il est armé, il tire, contrairement à une personne qui serait avec une arme à feu, qui ferait une menace, une distinction à avoir. Pour les policiers, toutefois, dès qu'il y a une arme à feu qui est en circulation, dès qu'on parle d'une arme à feu, on déploie le plan d'intervention de tireur actif. Alors, pour eux, ils n'ont pas de distinction. Contrairement à une arme blanche, contrairement à un objet contondant, ça serait un peu différent. Mais dans le cas d'une arme à feu, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise l'expression de tireur actif. Avant, c'était tireur fou, à ce temps, c'est tireur actif. Alors, Marc a déjà eu un tireur fou. C'était celui de Washington. Je suis allé couvrir l'événement où là, c'était un tireur actif fou parce qu'il choisissait des cibles et le lendemain, il choisissait une autre cible. Il en a tué je ne sais pas combien comme ça à Washington. Ouais. Mais là, c'était une autre affaire. C'est quelqu'un qui essayait de faire du chantage auprès des autorités pour se faire payer. On est dans un autre monde. Ouais. Mais en 2016, on est dans un autre monde aussi. Des tireurs actifs, c'est beaucoup plus commun que ça l'était. Je me souviens, Polytechnique, c'était du jamais vu ou presque. Dawson, c'est il y a 10 ans. Ça fait quand même pas 25 ans comme Polytechnique, ça fait 10 ans. C'est quoi essentiellement l'événement de Dawson quand on le regarde 10 ans plus tard? Là, les faits, c'est quoi? Les faits, c'est qu'on a amélioré notre état de préparation. À la Sûreté du Québec, on a eu le plan de réponse pour les établissements sécuritaires. Ça, c'est arrivé pas très longtemps après le rapport Ramsey. Au SPVM, on sorti un modèle qui était plus, je te dirais, pour les grandes agglomérations. Montréal l'a pris, évidemment, Laval, Longueuil l'a repris, Sherbrooke, etc. Alors que le modèle de la Sûreté du Québec est un modèle plus régional dans la mission de la Sûreté du Québec. Mais pourquoi des modèles régionaux, locaux? C'est quoi les différences fondamentales de tout ça? Bien, c'est pas très compliqué. Alors, mettons que tu es sur un poste de la Sûreté du Québec, on va donner un exemple, je sais pas, moi, Rivière-du-Loup ou Kamouraska, ben, ton partner, il est peut-être à 40 km de ton premier backup. Alors que si on est dans une agglomération, que ce soit Gatineau, ben, tu es capable de mobiliser une dizaine de véhicules, une quinzaine de véhicules dans 5-10 minutes, 8 minutes maximum. Okay. Alors, donc, la mobilisation est très différente. Donc, on a un plan. Mais ce plan-là, où qu'on soit, là, je comprends les différences régionales, il découle d'une réalité que, si j'ai bien compris, on a assimilée et à laquelle on a réagi à Polytechnique. C'est-à-dire qu'à Polytechnique, on s'est fait dire, on attend d'être prêt, puis on investit les lieux. Je parle des forces de l'ordre. Ouais. Ça a changé après Polytechnique. Ah, c'est très... Aujourd'hui, les premiers policiers qui arrivent sur les lieux, leur job, eux autres, c'est de localiser la menace, de l'endiguer et de la neutraliser. Donc, ils rentrent. Ils rentrent, c'est clair. Les premiers policiers, première vague, deuxième vague, troisième vague, jusqu'à temps que le tireur soit endigué et ultimement neutralisé. Ça dure entre 12 et 20 minutes maximum. Historiquement, statistiquement, là, que ce soit ici au Canada ou aux États-Unis, c'est toujours le temps moyen. D'ailleurs, aux États-Unis, de 2000 à 2006, on avait en moyenne 6 événements par année. De 2006 à 2013, une statistique que je disais pas très longtemps, on est rendu à 16 événements par année. Donc, on apprend de fois en fois parce qu'on est obligé de pratiquer des affaires. Bien, pratiquer, et ce qui est un peu particulier dans le cas des États-Unis, c'est qu'on a vu encore à Orlando, là, on a des attentats de tireurs qui sont faits dans des cinémas, dans des clubs, notamment un club gay, etc. Donc, au final, on a de plus en plus d'événements. On l'a vu dans un attentat terroriste le 13 novembre dernier, en 2015, à Paris, au niveau du Bataclan. Ouais. Alors, on est un peu encore malheureusement dans cette ère-là, ce qui va faire en sorte que l'état de préparation qu'on a aujourd'hui pour les tireurs actifs dans les écoles, entre toi et moi, c'est le même état de préparation comme citoyen qu'on doit avoir si je suis dans un lieu public puis qu'il y a un tireur qui se présente. Mais là, tu fais référence au Bataclan puis à d'autres événements. Un tireur actif, que ses intentions soient terroristes, que ce soit de tuer des amis ou de tuer des femmes ou de tuer n'importe qui, c'est pareil pour les forces de l'ordre, là.
Ça ne change rien. Le plan d'intervention est le même pour eux, c'est le même. Ce qui va changer, par contre, est-ce qu'il y a une possibilité de prise d'otage? Est-ce qu'ils sont un tireur, deux tireurs? Ça, c'est le Bataclan. Ça, c'est le Bataclan. L'exemple que je vais te donner aussi, souviens-toi, dans l'émission 19.2, le plan séquence de pause qui durait à peu près 13-14 minutes. Ça, là, c'est le plus bel exemple des premiers policiers qui arrivent, comment ça va se passer, comment ça se passe, quels sont les défis que ces policiers-là relèvent quand ils se présentent sur une scène. Tu es en train de me dire que c'était... À 90% pareil comme s'ils vivraient dans la vraie vie. C'est vraiment, d'ailleurs, tous les policiers, tout le monde qui l'a regardé, c'est vraiment, il y a eu du bon coaching de réalisation qui a été fait sur ce plan séquence-là. L'autre exemple que je te donnerai aussi, malheureusement, c'est qu'ultérieurement, on avait des événements qui étaient liés à des universités. Hein. On a eu l'Université de Montréal, pas de Montréal, mais bon, Polytechnique, etc. Avec l'événement de Newtown en décembre 2012, là, on a eu un événement qui s'est passé dans un établissement scolaire primaire. Oui. Très, très jeune. Très jeune. Alors là, puis malheureusement, les premiers qui ont été victimes du tireur, c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que le directeur d'école est sorti, il s'est fait tirer, l'adjointe au directeur est sortie, le secrétaire d'école, etc. Comme dans toutes nos écoles encore aujourd'hui, c'est un peu pas le même réflexe qu'on aurait. Et c'est très imprévisible, ça vient du change-gauche complètement d'une personne qui a un problème de santé mentale versus des fois c'est un exemple. Souvenons-nous à Gatineau, Ottawa, il y a quelques années, il y a à peu près 20 ans, un ex-employé qui avait tué ses contremaîtres, etc., etc. On va s'en souvenir, mais une vingtaine d'années. D'ailleurs, c'était les cas les plus fréquents à l'époque, des ex-employés qui revenaient. Pas que ça a commencé comme ça, mais on a été éveillés à ce genre de problème-là. Est-ce que, d'une fois à l'autre, j'ai dit on apprend, en tout cas on pratique, est-ce que les résultats sont de plus en plus efficaces? Bien, les résultats sont de plus en plus efficaces. Tout est relatif au niveau de la pratique. C'est dans le sens, il faut que tu t'exerces, il faut que tu te pratiques. Moi, j'ai assisté par diffusion un exercice qui s'est fait dans un collège ici à Montréal. Je regardais un petit peu l'état de préparation, le setup. De plus en plus, on va faire des exercices en dehors des heures d'affaires. En dehors, quand le collège est fermé ou quand l'école est terminée, etc. Mais ce qu'on voit de plus en plus, par contre, c'est du repérage des lieux. Les policiers vont aller faire du repérage, vont s'imprégner de l'environnement physique. On va regarder les plans de l'école, on va regarder les plans du collège, peu importe l'établissement. Mais une tendance aussi qu'on a commencé à avoir depuis 2011-2012, c'est qu'on a commencé à étendre le même setup tireur actif pour les salles d'urgence des hôpitaux. Ah oui? Parce qu'annuellement, actuellement, à chaque année, on a 1 ou 2 événements où une personne en santé mentale débarque dans une salle d'urgence ou a commis un crime sur la rue, vient se faire soigner, est armé, les gangs de rue, on a vu ça pendant la guerre des motards. Alors, une salle d'urgence, c'est un milieu ouvert. Et là, on a commencé à réfléchir sur quelles seraient les mesures de sécurité à déployer en prévention et en préparation pour isoler une salle d'urgence, un peu comme on ferait dans une école. Si on n'est pas capable, comme citoyen, de se préparer au pire, on devrait au moins être capable de penser à ce qu'il va falloir faire si jamais ça arrive. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où ça va arriver, quand ça va arriver, mais qu'est-ce qu'il faut savoir qu'il va falloir faire? Bien, dans le fond, tu as 3 affaires, c'est pas vraiment compliqué. Si tu as du temps, quitte les lieux. Puis comment tu vas savoir si tu as du temps? Je dis tout le temps un exemple, moi. Vous savez, quand on fait un pique-nique le soir, puis que le tonnerre gronde, quand l'éclair frappe près de nous, on n'a plus de temps. Si tu n'as plus de temps, tu te caches, tu te barricades, tu t'enfermes dans un local le plus près que tu vois. Si tu n'es pas certain d'avoir entendu que ça a tiré, ça veut dire que tu as du temps pour te sauver. Puis si ultimement tu es pris, puis tu vois que la menace s'approche de toi, puis qu'il vient pour entrer dans ta pièce, bien là, tu te défends. Tu sais, il n'y a pas de magie. Dans un cas de tireur actif, on est un instinct animal. Je te fight ou je me sauve. C'est ça qui doit primer dans ces cas-là. Moi, ce qui me fait toujours peur dans ces scènes-là, et ça a été le cas à Ottawa pendant qu'on pensait à un moment donné, alors que Bibeau était tout seul, on pensait qu'il y en avait 2 ou 3, c'est que ce soit dangereux pour les gens qui sont près de la scène par rapport aux forces policières qui investissent les lieux. J'ai toujours peur. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des prises d'otages, les gens s'étonnent et se choquent même de voir des otages être pris par les policiers qui ne savent pas si c'est des bons ou des méchants, entre guillemets. Ça me fait toujours peur, ça. Oui, effectivement. On peut s'exposer à des risques de tirs croisés. Ça, c'est le pire dans la police. Là, c'est des tirs croisés qu'on appelle en anglais crossfire. On entend ça souvent sur des scènes de police là, pour éviter ça. Mais pour un policier, c'est pour ça qu'on dit aux gens, levez vos mains.
Parce que quand tu te lèves tes mains, il ne se passe rien que les mains. Policier, là, il n'y a pas un policier sur la terre qui s'est fait tuer par un regard avec des mitrailles. Alors que les mains, pour lui, c'est important. Surtout si on ne sait pas s'il y a un suspect, 2 suspects, 3 suspects, s'il y a une prise d'otage. Et d'attendre que les policiers viennent nous chercher dans une classe, dans un bureau. D'ailleurs, on a vu dans certains cas où les gens sont restés captifs pendant plusieurs heures. Et les retours d'expérience démontrent que les gens, à un moment donné, bien, ils ont besoin d'aller à la toilette, ils ont des maux de cœur, etc., etc. Alors, il y a tout l'envers du décor là, quand on fait les post-mortem de ces événements-là. Une des façons de gérer ces situations-là, quand les autorités ne savent pas encore à quoi ils ont affaire, c'est le confinement. Oui. Faut à dire, mais c'est pas agréable d'être confiné. Là. À Ottawa, il y a des députés et des sénateurs qui sont restés dans leur bureau très, très longtemps. Ils ne se sont pas plaints, mais entre guillemets, ils n'étaient pas prêts à ça. Non. Le confinement barricadé, hein, c'est le lockdown, l'expression anglophone là, qu'on a repris en français, c'est effectivement, mais c'est pour ça, pour que lorsqu'on se barricade dans une pièce, dans un lieu public en préparation, par exemple, on devrait s'assurer que les locaux peuvent se barrer de l'intérieur. S'ils ne peuvent pas se barrer de l'intérieur, on va mettre des objets devant lui, on va fermer les lumières, on va éteindre les téléphones cellulaires, etc. Il y a toutes sortes de mesures qu'on doit prendre minimalement pour s'assurer. Et là, on demeure captif jusqu'à temps qu'on vienne nous chercher. Et des fois, effectivement, ça peut prendre 2, 3, 4, 5 heures. Et ça, psychologiquement, on doit se préparer. La France, pour la rentrée scolaire de cette année, a déployé une gamme complète de mesures pour s'assurer qu'à la fois le chef d'établissement qu'on appelle fasse son travail, que les parents fassent le travail, que les élèves soient conditionnés dans une perspective de devoir intervenir ou se prémunir contre un risque qui est sur un tireur actif, qui soit d'un geste isolé, d'une personne qui a un problème de santé mentale, versus, et aussi parce que ce sont les mêmes mesures en cas d'attentat. Ce qui veut dire que on a encore des croûtes à manger, entre guillemets, en prévention et en préparation. On peut comprendre que les Français sont un peu plus frileux là, en ce moment, mais c'est bon pour tout le monde, ces mesures-là. C'est pas parce qu'on n'a pas encore eu... On a eu des attentats terroristes ici, puis on a eu des scènes malheureuses, mais on pourrait faire plus pour se protéger et se préparer, donc. On peut toujours faire plus dans tout. Là. On va se dire les affaires, il ne faut pas non plus avoir peur d'avoir peur. Mais il reste quand même qu'au niveau de la préparation, je pense que le fait de déjà y penser, c'est un élément. Déjà de le mettre dans des objectifs, déjà de faire des exercices, des simulations, déjà de voir comment on peut améliorer dans un environnement physique l'alerte. Un des défis qu'on a actuellement, c'est l'alerte. Les systèmes, les écoles, les collèges, les universités n'ont pas été conçus avec des systèmes d'alerte de masse. On a encore un grand défi à jouer par rapport à ça. Parce que si tu es notifié à l'effet que tu as une menace imminente qui peut exposer, au moins tu vas avoir le réflexe de prendre des mesures de sécurité pour toi. Ça, c'est un élément. Un autre élément également au niveau de la préparation, c'est dans l'aménagement physique. Quand on construit les écoles, quand on construit, on rénove, on peut travailler en prévention de façon à pouvoir faire des secteurs, isoler des secteurs. Donc, il est faux de croire que parce qu'on a vécu dans Dawson, on s'est préparé, on a fait un programme prêt, SPVM a fait son programme, etc., que là, on est en business. C'est une fin, c'est pas une fin, c'est quelque chose à long terme qui doit s'intégrer dans l'ADN des organisations. Dans le fond, c'est sans fin. C'est sans fin. Puis peut-être un dernier mot au niveau de la prévention en conclusion. Quand vous rentrez dans un établissement public, que ce soit un cinéma, que ce soit un restaurant, que ce soit une salle de spectacle, conditionnez-vous à évacuer le lieu par un endroit qui n'est pas celui que vous avez emprunté pour entrer. Dans 80% des cas, les gens ont le premier réflexe de ressortir par où ils sont rentrés. Moi, personnellement, quand je rentre dans un restaurant, je repère les issues. Je me dis, si j'ai évacué d'urgence, je vais sortir sans se concraire des gens, je vais avoir plus de chances de m'en sortir. Content de l'avoir entendu, celle-là. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Louis.